notre émission, notre entretien avec M. Ngarledi Yorongar, leader du parti Fédération Action pour la République, se poursuit. Nous entamons un nouveau chapitre, Yorongar et le pétrole tchadien. Le sous-sol tchadien regorge d'importantes richesses, notamment le pétrole de Doba est mis en exploitation depuis 2003. Monsieur Yorongar Ngarledi, dans un premier temps, quel regard vous jetez sur l'exploitation du pétrole tchadien? Comme je l'ai dit là, précédemment, je suis venu par hasard au pétrole pour regarder qu'est-ce qui s'y passe à la demande de Madame Mando Irène, qui vit en Allemagne, qui est un militant de l'Amnesty International. Compte tenu de l'expérience qu'elle a eue à travers le monde dans le domaine du pétrole, elle a attiré mon attention sur les dégâts collatéraux de l'exploitation du pétrole, notamment la dégradation de l'environnement, etc. Donc j'ai pris à bras le corps ce dossier pour y voir clair. Et je me suis rendu compte que c'est la famille Déby au premier cercle qui s'occupe du pétrole, qui négocie le pétrole. Alors qu'au Cameroun, sur le territoire duquel passent les pipelines, c'est des sommités en matière de négociation qui sont impliquées dans la négociation. Des dizaines et des dizaines d'experts. Le Tchad qui produit le pétrole, on a à peine 10 personnes, membres de la famille de Déby, de sa région, de son pays. Donc le dossier, la négociation a été mal menée. Et comme conséquence, l'exploitation du pétrole laisse à désirer du point de vue de la gestion des revenus. Vous imaginez que pour m'occuper de ce dossier, une ONG néerlandaise, hollandaise, m'a payé un voyage d'exploration au Nigeria, dans la région de Port Harcourt, dans le pays Ogoni, où l'exploitation du pétrole se fait. Ce que j'ai vu là-bas a doublé ma combativité. Vous imaginez que le pétrole coule à même le sol. Il y a des étangs de pétrole. Et les puits d'eau, vous prenez de l'eau, il faut évacuer le pétrole pour se laver. Et quand vous vous lavez, il y a des boutons qui sortent de tout le corps. Vous avez des perforations au niveau des intestins et les gens meurent. Aussi, j'ai vu des villages en bambou juste à côté de pipelines pour un pays producteur de pétrole. Donc, Ken Sarawiwa, qui avait protesté contre cet état de choses, avait tout à fait raison. Je suis allé rendre visite à sa famille, son père et sa mère, et ils m'ont expliqué le bien fondé de la lutte de leur fils. Le chef de village, les chefs de village auxquels je m'approche me disent la même chose. Et j'ai vu
J'ai vu les dégâts. Les arbres ne produisent plus. Les arbres ombragés perdent leurs feuilles. Les torchières, c'est-à-dire les sorties de gaz, empoisonnent la population. Et il n'y a même pas de dispensaire. Je ne parle pas d'hôpitaux, il n'y a même pas de dispensaire dans la région. C'est la raison pour laquelle je dis non, mais le pétrole coule quand même chez moi. Dans les champs de mes grands-parents. Je dis bien dans les champs de mes grands-parents. Le premier pétrole qui est sorti à Ngalaba, c'est pas à Ngalaba, c'est à Maïkeri, qui est un hameau créé par mes parents pour cultiver leurs champs. Le premier pétrole est sorti. Donc je me suis dit, j'ai plus de raisons de me battre que je ne donne l'air. Alors j'ai pris à bras le corps le combat contre la mauvaise gestion de négociations, la mauvaise gestion de l'environnement et la future mauvaise gestion des revenus du pétrole. J'ai drainé autour de moi des centaines et des centaines d'associations écologiques, environnementales, des droits de l'homme à travers le monde. Vous imaginez qu'en Australie, où je n'ai jamais été, mon poster en grandeur nature est planté sur les grands axes à cause du pétrole. Et à chaque fois que je suis arrêté, le gouvernement australien, qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, interpelle le gouvernement français. Une fois le gouvernement français interpellé, a demandé à son ambassadeur ici de donner les raisons de mes arrestations multiples. L'ambassadeur, qui ne demande pas mieux que de me peindre et dépeindre, répond en disant que c'est parce que je suis le vrai chef des farfs de Lauke Bardé qu'on m'a arrêté. Alors que c'est pas vrai du tout. Mais la réponse a été relayée en retour au gouvernement australien, qui m'a fait copie. Et vous voyez comment ma lutte a été encouragée par les gens qui ont des soucis de l'environnement. Un jour, donc j'étais devenu la proie en sorte de la presse. Je voyageais tout le temps, les ONG me payent le voyage pour aller donner une conférence, pour aller assister à des conférences internationales, des symposiums, des panels, etc. Et au cours de ces débats, j'ai éclairé les lanternes de plus d'un. Et ça fait mouche. Ça fait vraiment mouche. Donc le gouvernement tchadien se trouve en porte-à-faux avec ma lutte. Il envoie aussi sa délégation sillonner le monde pour opposer le contraire. Mais il n'a pas réussi. Il n'a pas du tout réussi. Il a fini un jour par tenter de me corrompre.
le gouvernement a donné plein pouvoir à ESSO de me corrompre, même au prix des milliards. J'ai été contacté à travers une ONG qui me soutenait, en l'occurrence une ONG française, Agir Ensemble, pour rencontrer une délégation de ESSO venant de Houston, à travers une agence de publicité, la première d'Europe. J'ai dit non, mais moi je ne lutte pas seul. Je ne peux pas rencontrer une délégation seule. Qu'on me permette de venir au Tchad, chercher et amener avec moi des témoins, des compagnons. Entre-temps, le gouvernement envoie M. Lautekel Noji avec 22 personnes pour me rencontrer, afin de me corrompre. J'ai décliné. J'ai des témoins. Pas plus tard qu'hier, un des témoins camerounais qui vit actuellement en France a assisté à l'entretien que j'ai eu avec le président de la Banque mondiale. Donc, j'ai résisté jusqu'à ce que Déby finit par m'envoyer maintenant en prison. J'ai fait une série de prisons, je suis torturé, les gens voulaient me faire mourir d'hémorragie, etc. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Suisse, en Allemagne, en Autriche, comment on appelle, en Tchécoslovaquie. En tout cas, j'ai voyagé à travers le monde pour expliquer ce qui se passe et les dangers que représente le pétrole, même pour l'unité nationale. Voilà grosso modo l'historique du pétrole. Aujourd'hui, les choses me donnent raison. Rappelez-vous, j'ai saisi une juridiction au sein de la Banque mondiale. Il y a une juridiction qui s'appelle le panel d'inspection de la banque. J'ai saisi par une plainte. J'ai monté ma plainte, mais en béton. J'ai déposé ici à la banque. La banque d'ici a refusé de transmettre. Et quand j'avais perdu l'usage de mes deux jambes à la suite des tortures, je me trouvais en France pour témoigner dans le procès intenté par Idriss Déby contre Verschav sur le brancard. J'ai accordé une interview et j'ai mis en cause la Banque mondiale de ne pas vouloir instruire ma plainte. Le président du panel d'inspection de la banque a quitté New York avec 2 personnes, sont venus me voir couché, ne pouvant même pas se lever parce que j'ai perdu l'usage de mes 2 jambes. Et c'est comme ça que je leur ai remis en main propre la plainte qu'ils sont allés enregistrer et instruire. C'est tellement bien monté que le panel d'inspection de la banque a décidé d'arrêter l'exploitation du pétrole. Tant que les conditions posées par la banque elle-même, parce que j'ai porté plainte contre la banque, contre le gouvernement tchadien et contre ESSO. Donc tant que la banque ne fait pas respecter les conditionnalités, pas d'exploitation du pétrole. Quand Déby a vu le danger, il fait réunir les chefs d'État d'Afrique centrale à Libreville et ils ont initié une demande d'intervention
adressé à Jacques Chirac. Jacques Chirac prend son avion nuitamment, est allé à Washington rencontrer le président de la Banque mondiale pour le supplier de ne pas arrêter l'exploitation du pétrole à cause de la plainte de Yorongar. Donc, en faisant pression, vous savez que la France quand même c'est un des bailleurs de fonds de la Banque mondiale, même si c'est un petit bailleur de fonds par rapport aux autres, il a voix au chapitre. Donc le président de la banque est obligé d'accepter de faire exploiter le pétrole. Et c'est ainsi que l'accord a été donné. Vous voyez comment ma lutte a engrangé beaucoup de monde. Et un jour, monsieur Feu Oumar Bongo m'a reçu, il était étonné de me voir, moi là, qui leur donnait du fil à retordre en Afrique centrale. Il me dit, mais je vous imaginais un autre personnage, pas un monsieur aussi simple que j'ai en face de moi. Il dit, mais vous nous avez fait baver. Des chefs d'État de l'Afrique centrale tout entière se sont réunis pour supplier le président de la République française afin d'aller arrêter la machine que vous avez déclenchée, mais vous êtes terrible. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, j'ai attiré la foudre de Déby, la foudre de certains chefs d'État, mais j'ai attiré aussi l'estime et même l'admiration de certains chefs d'État. Et ma lutte a dépassé le cadre du Tchad. Quand je passe dans un pays africain, que je dis que je suis... Dès l'aéroport déjà, les policiers qui remplissent les fiches, qui regardent les passeports, etc., s'étonnent de voir Yorongar. C'est vous Yorongar? Je dis oui, c'est bon. Et il y va de commentaires, deux fois, ça devient même... Les gens se regroupent autour de moi, ça devient un meeting. Donc la lutte a été bien appréciée par les Africains et les Européens. Et malheureusement, aujourd'hui, la gestion des revenus, c'est pas ce que les gens croyaient. Je crois que M. Bongo se retourne dans sa tombe en voyant comment l'argent de pétrole que Déby leur a promis de bien gérer est géré de la manière catastrophique aujourd'hui. Nous allons aborder, M. Yorongar, l'aspect concernant la gestion des revenus pétroliers un peu plus loin, mais nous allons revenir au niveau de l'environnement et du profit fait à la population de la zone de production. Vous avez été à